Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Écho de l'Assemblée nationale, 9e législature, les députés se sont retrouvés ce lundi pour désigner leurs représentants au sein des parlements régionaux, notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le CIPUEMOA, ainsi qu'au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, sans oublier l'autorité de protection des données à caractère personnel et la Haute Cour de justice. Mais le processus enclenché n'est pas allé à son terme, faute de consensus sur la clé de répartition des sièges. Les détails dans ce journal. À Kaobagou, c'est une délégation ministérielle qui est allée porter le message de compassion du président Patrice Talon aux familles éplorées suite aux événements douloureux des 1er et 2 mai 2023. C'est une délégation composée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministre de la Décentralisation et celui délégué chargé de la Défense nationale. Une importante somme est également débloquée par le gouvernement pour soutenir les victimes et les familles touchées par ce drame. Et pendant ce temps, une autre délégation ministérielle composée de Adidjatou Matis et Abdoulaye Biotchane lance officiellement les travaux de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2023. Avec les représentants syndicaux, le gouvernement a fait le bilan des avancées et passé en revue les revendications en instance. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par les nouvelles de Kaobagou. Le gouvernement du président Patrice Talon a dépêché une délégation ministérielle sur le terrain pour exprimer de vive voix sa compassion et témoigner sa solidarité aux familles éplorées suite aux événements malheureux du 1er et 2 mai 2023. C'est une délégation composée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministre de la Décentralisation et celui délégué chargé de la Défense nationale. La délégation est porteuse du message du président Patrice Talon qui, tout en compatissant aux douleurs des victimes, a débloqué une somme colossale pour venir en aide aux victimes. Voici le compte rendu de Alassane Arouna et Abdou Sahabi Idrissou. 2 semaines après l'attaque terroriste ayant fait 17 morts et des blessés graves à Kaobagou dans la commune de Kérou, voici les émissaires du gouvernement au chevet des populations affectées par ce drame, composés des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, celui de la décentralisation et le ministre délégué chargé de la Défense nationale. La délégation est ici pour exprimer sa compassion aux familles éplorées ainsi qu'aux rescapés de cette attaque meurtrière. Le gouvernement est très solidaire. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre à la disposition des familles éplorées un minimum de ressources pour les soutenir, de constituer aussi une provision pour que les blessés soient bien soignés. Je crois que tout cela fait environ 20 millions de francs CFA. Grâce aux multiples efforts et les moyens déployés par l'État central pour renforcer le dispositif sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ont pu réaliser des exploits. Je ne sais pas si vous êtes informés de ce que 4 des terroristes ont été neutralisés et que 2 ont été pris et sont actuellement remis à la justice. La promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi et l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, eh bien, ce sont ces 2 éléments-là qui nous ont permis d'avoir ces résultats-là. Et je crois que c'est moralement réconfortant. Et je tiens, une fois encore, à les féliciter et à les encourager à poursuivre la bataille. Pour la coproduction de la sécurité, il est demandé aux populations de collaborer avec les forces de sécurité publique en les fournissant des informations. Vous voyez bien leur barbarie. Il n'y a aucun salut de l'autre côté. Donc vous devez forcément avoir confiance aux forces de défense et de sécurité en leur apportant le renseignement, en leur indiquant tout ce qui, selon vous, vous paraît anormal. Vous devez rester en contact et en symbiose avec ces élus-là, le maire,
les chefs d'arrondissement, les élus locaux et leur véhiculer toute information sensible et importante susceptible d'aider les forces de défense et de sécurité à assurer votre sécurité. Permettez à l'armée et à la police de sécuriser complètement la zone. Et pour ce faire, ne restez pas trop longtemps dans les champs. Pour le moment, rapprochez-vous du centre-ville. À la base militaire avancée de Kaoubagu, les impacts de balles suite aux échanges de tirs entre l'armée béninoise et les hommes armés non identifiés sont encore perceptibles. Au cours de cette attaque, l'armée béninoise, grâce à la puissance de feu, a pu repousser les assaillants, neutraliser quelques-uns et saisir les armes et munitions qui sont ici présentées aux autorités. Je l'annonçais en titre, les députés de la 9e législature étaient ce lundi en séance plénière. Ils se sont retrouvés pour désigner les représentants de l'Assemblée nationale du Bénin au sein des parlements régionaux, notamment le Parlement de la CEDEAO, le Parlement panafricain et le CIPUMOA, ainsi qu'au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, sans oublier l'autorité de protection des données à caractère personnel et la Haute Cour de justice. Le processus enclenché n'est pas allé à son terme, faute de consensus sur la clé de répartition des sièges. Nous allons faire le point des débats avec Emma Rodonou. Au menu de cette plénière, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale du Bénin au sein des parlements régionaux et au sein de certaines institutions béninoises. La clé de répartition est proposée par la commission des lois saisie à cet effet. Dans le cas d'espèce et au titre de la 9e législature, la majorité parlementaire composée des députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau et des députés du groupe parlementaire Bloc républicain, conformément aux déclarations de constitution du groupe parlementaire en date du 16 février 2023. La minorité parlementaire est quant à elle constituée du groupe parlementaire Les Démocrates, conformément à la déclaration de constitution du groupe parlementaire en date du 12 février 2023. Effectif des députés par tendance. Majorité parlementaire 81 députés, minorité parlementaire 28 députés. Répartition proportionnelle par tendance politique, majorité-minorité. Majorité parlementaire 3 fois 81 sur 109, ce qui nous donne 2,22, 2 sièges. Minorité parlementaire 3 fois 28 divisé par 109, ce qui donne 0,77, un siège. La clé de répartition ainsi proposée n'a pas reçu l'assentiment de certains députés, notamment ceux du bloc républicain qui se réclament de la minorité parlementaire. Utiliser une clé de répartition basée sur la configuration politique de l'Assemblée nationale serait plus équitable selon eux. Quand on parle de majorité parlementaire aujourd'hui, qu'on dit l'UP Le Renouveau plus le BR, je pense que nous constituons plutôt la majorité présidentielle. Et la majorité présidentielle doit être dissociée de la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, je pense que la majorité à l'Assemblée nationale, le groupe qui est majoritaire, c'est l'UP Le Renouveau, avec 53 députés. Aujourd'hui, nous avons 2 minorités. La notion de minorité a aujourd'hui évolué, elle est aujourd'hui plurielle à l'Assemblée nationale. Il va falloir en tenir compte. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale fait partie du bloc de constitutionnalité et la première source du droit, c'est la loi. La jurisprudence, c'est une source secondaire. C'est pourquoi je voulais demander à la Commission de se référer plutôt à la notion de configuration politique pour les répartitions à faire au niveau de l'Assemblée nationale. Je le dis au nom des députés du bloc républicain, puisque nous refusons d'être des complétifs de nos amis de l'UP Le Renouveau. Il fallait voir pendant les élections nos confrontations sur le terrain.
Aujourd'hui, on demande que nous allions les compléter pour que quand ils finissent de manger, il nous reste le reste. Nous refusons cela. Monsieur le Président, vous devez tenir compte du bloc républicain comme étant une entité politique présente dans cette assemblée-là. L'UP Le Renouveau a 53 députés. Et Dieu merci, les démocrates ont 28 et le BR 28. Donc ces trois partis politiques, l'UP constitue la majorité, le BR la minorité et les démocrates la minorité. C'est aussi simple que ça. Non. 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 Il n'y a pas deux majorités parlementaires, il n'y a pas deux minorités parlementaires. Il y a une majorité parlementaire, une minorité parlementaire. Le rapport de la commission des lois n'a pas été soumis au vote. La plénière a suggéré à la commission de reprendre le travail en prenant en compte les observations à lui faites. La désignation des représentants de l'Assemblée nationale dans les parlements régionaux et autres institutions du Bénin est donc reportée à une date ultérieure. Et pendant ce temps, les partis politiques éligibles au financement public entrent en possession de leurs chèques pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année 2023. Ils sont au total 4 formations politiques à répondre à l'appel du président de la Sénat ce lundi. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Force-Corée pour un Bénin émergent et les démocrates. Retour ici sur la cérémonie de remise des chèques. Ils sont au total 4 partis politiques éligibles au financement public cette année. Il s'agit de l'UP Le Renouveau, le BR, la FCBE et les démocrates. Avant de mettre ce financement à leur disposition, le président de la Sénat a rappelé les textes qui régissent cette réforme. Les conditions d'obtention de ce financement, vous les connaissez à travers la loi portant charte des partis politiques, portant code électoral et financement public des partis politiques. Au début du premier trimestre, il y avait le parti, les démocrates, qui n'étaient pas présents. On a tenu compte de cette situation pour les calculs. En ce qui concerne la clé de répartition globale, pour les élections législatives, c'est 40% du montant. Pour les élections locales, c'est 60% du montant. Le gouvernement a reconduit la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 3 milliards pour les 4 trimestres. Donc à raison de 750 millions par trimestre. Comme l'indiquent les tests et selon l'ordre de mérite, l'UP Le Renouveau reçoit des mains des membres de la Sénat un chèque de 706 879 921 francs CFA. Après elle, vient le BR avec un chèque de 545 533 454 francs CFA. Quant à la FCBE et les démocrates, ils reçoivent respectivement 129 421 488 francs CFA et 118 165 137 francs CFA comme chèque valable pour les 2 premiers trimestres de l'année en cours. J'avoue que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour les partis. En ce moment, souvenez-vous qu'on vient de quitter les élections législatives et par rapport à ça, nos bourses se sont vidées quelque peu. Les impressions sont mitigées. D'abord, satisfaction parce que quand même, ça fait un bon moment que nous attendons ce financement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement et la Sénat ont fait les diligences nécessaires pour que nous ayons ce financement. Quelques déceptions parce que vraiment nous avons espéré au niveau des FCBE que cette fois-ci on aurait un montant plus élevé. Malheureusement, nous sommes restés au même niveau, tout simplement parce que nous n'avons pas réussi à enlever un siège à l'Assemblée nationale. C'est un soulagement pour ces partis politiques qui viennent d'encaisser le chèque. Cependant, ils souhaitent pour la plupart que le financement soit disponible un peu plus tôt à l'avenir, au fin de leur permettre de respecter le calendrier de leurs activités politiques. La première session, la première commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a lancé ce mardi la première session ordinaire au titre de l'année 2023. Avec les représentants syndicaux, le gouvernement a fait le bilan des avancées et passé en revue les revendications en instance. Ce sont les ministres Adidja Toumatis et Abdoulaye Biotchane qui ont lancé les travaux. Reportage.
Nouvelle rencontre entre gouvernement et syndicats. La matinée démarre dans une ambiance conviviale. À l'ouverture des travaux, le ministre en charge du développement, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, revient sur les résultats des consultations et négociations de 2022. En termes de bilan sommaire, les acquis obtenus portent notamment sur la revalorisation des salaires des travailleurs dans les secteurs publics et privés à travers le relèvement de la valeur du point d'indice de 3% et l'institution d'un sursalaire au profit des agents de l'État, fonctionnaires ou agents contractuels de droit public pour compter du 1er décembre 2022. L'incidence financière de cette revalorisation a été chiffrée à plus de 60 milliards de francs CFA pour une année. Dans la même veine, le gouvernement a obtenu du patronat le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, à hauteur de 30%, le faisant passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2023. D'autre part, il y a des doléances de 2022 restées en instance. Celles-ci feront objet de discussion au cours de cette rencontre à huis clos. Après plus de 2 heures d'horloge, les deux parties sortent d'une première journée accomplie. Cette première journée de cette première session a été consacrée essentiellement aux travaux sur le ministère de l'enseignement maternel et primaire et sur le ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels. Donc nous avons passé en revue les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour satisfaire aux questions et aux doléances qui ont été formulées par les centrales sur ces deux ministères. Mais pour le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, rien n'est encore fait. Il estime que jusque-là, les travailleurs du secteur privé sont délaissés. Augmentation du SMIC, d'accord. Mais il n'y a pas hiérarchisation des salaires. Et le patronat et le gouvernement s'entendent pour qu'il n'y ait pas hiérarchisation des salaires. Or, le gouvernement fabrique des lois pour frapper les travailleurs du privé, pour dire si tu fais grève, on te radier, on te fait si tu fais chose là. Même si tu ne fais pas grève, même si tu ris mal, on te renvoie. Et là, on peut te frapper. Mais on n'est pas obligé d'augmenter ton salaire quand on a augmenté le SMIC. Et voilà un certain nombre de contrats. Et il y a les CDD de façon indéfinie, contrat à durée déterminée. Ce qui fait qu'au niveau du privé, il n'y a plus de motivation. Cette rencontre est la première entre gouvernement et syndicats au titre de l'année 2023. Les discussions se poursuivent dans les tout prochains jours. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu ce lundi une séance de travail avec les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. Au menu des échanges, les actions menées par le ministère et ses directions techniques ces 3 dernières années pour l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Cette rencontre a permis à la ministre Eleonore Yaïla Dekan de mieux s'imprégner des difficultés auxquelles sont confrontés ses partenaires. Nous allons suivre. C'est une séance de vérité entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. La rencontre de ce lundi à l'ISBA à Cotonou vise à présenter les réformes opérées par le gouvernement dans le secteur depuis l'arrivée de Eleonore Yaïla Dekan à la tête de ce département ministériel en septembre 2019. Occasion donnée aux promoteurs d'universités privées pour porter à la connaissance de l'autorité ministérielle les difficultés qui entravent le fonctionnement de leurs établissements. Des préoccupations qui ont pour, entre autres noms, le redressement fiscal, l'obligation de déclaration des enseignants vacataires à la CNSS, la question de l'homologation et l'interdiction de la section anglophone au Bénin. Et même les universités privées, il y en a beaucoup au Nigeria. Les universités d'État, il y en a plein, n'arrivent pas à absorber tous les bacheliers chaque année. Et c'est un manque à gagner pour le Bénin. Si nous nous organisons mieux, et si le Bénin voit ça, ce sera très profitable. La répression ne sert à rien, mais nous devons travailler main dans la main, essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir absorber ces gens-là. Et le bilinguisme, pourquoi pas? Il faut innover. Absolument, absolument.
il y a des incompréhensions parce que les parents nous interpellent par rapport au diplôme de leurs enfants. Les enfants ne sont pas supposés au niveau des EPES les leur donner, ils devraient aller au niveau de la DEC. La DEC affirme avoir tout préparé, mais les problèmes de communication faisant, les bénéficiaires ne viennent pas les chercher. Des actions seront menées en temps et en heure pour que ce problème soit réglé. À chacune des préoccupations posées, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté des éléments de réponse et rassure les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. La question d'homologation, ce n'est pas une question qui concerne tous les 3 ordres d'enseignement, non. Il y a certaines questions qui sont communes, telles que l'agrément, parce qu'à un moment donné, nous avons commencé par utiliser les mêmes terminologies sans que cela ne signifie la même chose. C'est ce que le CNE veut corriger. En dehors de ça, là, qui nous caractérise, que nous pouvons mettre dans un dénominateur commun, il y a des trucs spécifiques. Et au niveau du supérieur, l'homologation ne se retrouve pas au primaire ni au secondaire. Ça, c'est clair. Maintenant, l'organisation des examens nationaux, est-ce qu'on va faire comme le CEPE, le BPC, licence, aussi bien au niveau de privé, au niveau de public? Vous savez que c'est un vrai débat. C'est toujours l'examen national, comment nous le faisons. Ce n'est pas la même chose que les examens. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur s'engagent à accompagner les réformes du gouvernement. Ceci dans l'espoir que la ministre Éléonore Yaïla Descamps prenne en compte leurs doléances. Cotonou abrite depuis ce mardi 16 mai 2023 une mission de travail entre le Bénin et le Niger. C'est dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme de coordination pour une amélioration du référencement transfrontalier des victimes de la traite. Les travaux vont durer 3 jours et seront sanctionnés par la prise des recommandations. Voici le compte rendu signé Teddy Goudalo. La présente rencontre qui mobilise des experts du Bénin et du Niger augure d'un lendemain meilleur pour les victimes de la traite. C'est une mission de travail pour la mise en place d'un mécanisme de coordination pour améliorer le référencement transfrontalier qui lie les 2 États. L'objectif général est donc de dresser un état des lieux de la coopération transfrontalière bénino-nigérienne en matière de lutte contre la traite des personnes et d'envisager les voies et moyens de la renforcer. La complicité du crime organisé, dont la traite des personnes, nécessite une coopération entre les États en vue de démanteler les réseaux et apporter assistance aux victimes. C'est pourquoi nous sommes unanimes qu'une lutte efficace contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ne peut se faire sans une coopération efficace entre les pays de départ, de transit et de destination des victimes de traite et des migrants objets de trafic. La rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre de la composante 3 du projet Crime organisé, réponse de l'Afrique de l'Ouest au trafic financé par l'Union européenne et le gouvernement allemand. Il s'agit pour les participants d'échanger sur les dispositifs institutionnels et juridiques de lutte contre la traite des personnes. Il faut noter que, tout comme au Niger, le Bénin s'est engagé depuis quelques années dans la lutte contre la traite des personnes en renforçant son cadre juridique, avec l'adoption de la loi 2018-16 qui portant code pénal qui prévoit des dispositions répressives sur la traite des personnes, qui l'érige en crime, ainsi que toutes les infractions connexes. Sur le plan institutionnel, après l'adoption du nouveau code pénal, plusieurs institutions ont été mises en place pour lutter contre la traite des personnes. Les travaux de la présente session viennent en réponse à la recrudescence des cas de victimes de traite de nationalité béninoise exploitées au Niger et des victimes d'origine nigérienne exploitées au Bénin et permettront aux acteurs de la lutte contre la traite des personnes au Bénin et au Niger de s'imprégner des dispositifs de lutte mis en place dans les 2 pays. Ensuite, ils permettront aux représentants des 2 pays de déterminer les pistes de travail pour améliorer le référencement transnational des victimes de la traite entre les 2 pays. Les travaux sont prévus pour durer 72 heures. Il est attendu des recommandations générales
pour améliorer la coopération et le mécanisme de coordination pour un meilleur référencement transfrontalier des victimes de la traite des personnes. Parlons à présent du ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui a procédé ce mardi avec ses différents partenaires techniques au lancement officiel de la première cohorte des jeunes bénéficiaires du programme Talent africain à l'international. L'objectif est d'offrir l'opportunité aux jeunes d'acquérir une expérience internationale en entreprise. Le compte rendu avec Florence Bossa et Moufid Sabouran. Ils sont au total 7 jeunes béninois diplômés qui reçoivent ici leur billet échec dans le cadre de la mise en œuvre effective de la toute première vague du programme Talent africain à l'international. Ils vont contribuer au développement des entreprises au sein de l'espace UEMOA. C'est en 2019 que les bases sont jetées pour la phase conceptuelle de ce programme. Je dois dire que c'est un projet sérieux du gouvernement. L'idée que nous poursuivons, c'est de développer les exportations des produits béninois dans les pays de l'espace UEMOA. C'est un formidable véhicule d'intégration régionale et notre objectif, c'est de faire en sorte que beaucoup d'entreprises béninoises puissent trouver des débouchés dans les pays de la sous-région. Le projet Talent africain à l'international vient démontrer une fois encore la volonté et la détermination du gouvernement de Patrice Talon à offrir aux jeunes béninois l'opportunité d'acquérir des connaissances à l'international. Je voudrais vous dire que vous êtes des ambassadeurs. N'oubliez pas, vous n'allez pas là-bas juste pour aller visiter les pays dans lesquels vous allez, mais c'est pour travailler pour ces entreprises qui ont eu confiance en vous. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin sont les pays concernés par ce programme soutenu par les organismes internationaux, mais aussi régionaux, notamment l'UEMOA. C'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités de notre Union, de féliciter tous les acteurs et partenaires qui œuvrent à la mise en œuvre de cet important projet. Conscients de la mission qui les attend, les désormais ambassadeurs du Bénin sont suffisamment outillés et prêts. Effectivement, je pars en mission à compter de demain pour le Burkina Faso. Je représente la structure Lene Group, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation des jus d'ananas et des résidus de l'ananas. Donc l'objectif, c'est d'internationaliser la structure, de prospecter de nouveaux marchés et la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux clients en vue d'accroître la rentabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Talent africain à l'international est un projet porté par le réseau des organisations de promotion du commerce international avec l'appui de l'ambassade de la France. Il compte aujourd'hui 423 inscrits et est créé en 2019. Parlons environnement à présent avec les étudiants de l'Université Servida de Lomé qui étaient en visite guidée sur les sites et lieux de transformation des déchets en biogaz de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. L'objectif de cette sortie pédagogique est de faciliter un partage de connaissances sur les différentes étapes de la transformation des déchets en biogaz et les matériels y afférents. Le point avec Tanguy Agoy. Pour la première étape de leur visite, les étudiants composés de 8 nationalités sont descendus au centre de transformation des déchets en biogaz à Abomey-Calavi. Le biogaz est rentable quand vous produisez de l'électricité. Sous la houlette d'un guide, le responsable du centre, ils ont pu découvrir les différentes étapes, le matériel de travail ainsi que certains autres secrets de la transformation des déchets divers en biogaz. Les déchets qui viennent de matière fécale, souvent on a tendance à les ignorer, les cacher dans un coin et tout, et les mettre en valeur comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment fantastique de leur part, de ne pas avoir peur de ça et de pouvoir s'y mettre à fond. Ça m'a tellement inspiré, de sorte que j'ai trouvé que c'est une opportunité pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes,
Déjà, dans les habitudes, nous n'avons pas eu la chance de mettre en œuvre de tels types de projets. Déjà, tels que nous avons constaté, pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir si jamais les moyens le permettent. Ici, c'est la plateforme de compostage. Là, c'est là où on collecte les déchets. Là. Vous allez voir que les déchets sur le même centre, le processus de transformation des déchets en compost. Ici, les étudiants ont appris comment se fait l'opération depuis le tri jusqu'à l'étape finale du compost et son usage pour amender le sol. Pour s'assurer de la qualité de cet engrais naturel, le centre a créé son espace maraîcher juste en face. On leur a montré les applications des fertilisants qui sont issus de l'extraction de gaz de ces déchets-là. Donc désormais, on peut, avec ces fertilisants-là, améliorer la qualité de nos sols, mais aussi produire des compléments alimentaires pour nourrir les animaux. Deuxième étape de cette sortie pédagogique et de découverte, la ferme intégrée du professeur Placide Clédio à Alada. Comme pour confirmer par la pratique ce qu'il enseigne à ses étudiants, l'enseignant-chercheur a mis sur pied une ferme où tout s'imbrique. En fait, c'est une économie circulaire. À partir des excréments de ces animaux-là, ils produisent du compost. Ces composts permettent de nourrir des plantes. Et de notre côté, ces plantes-là reviennent pour nourrir les animaux. Il y a la pisciculture aussi qui se fait. Nous avons vu les variétés de poissons que le porceur fait ici. Évidemment, il y a certaines choses qu'on peut améliorer, mais ce n'est pas déjà quand même mal parce que nous avons remarqué par exemple au niveau de l'énergie, le professeur a dit qu'ils utilisent du panneau solaire, c'est déjà bien, c'est encouragé, mais on peut encore essayer de faire encore un peu plus. Today we are here to learn how waste from animals can be transformed to compost. I think it's very practical that we are able to learn both the theoretical aspect of why we are here and the practical aspect of why we are here. La particularité de cette sortie aura été la section recherche, consacrée actuellement à l'examen des autres possibilités de transformation des plastiques non biodégradables. Avec une machine qu'il a lui-même mise sur pied, un jeune essaie de tirer 3 produits pétroliers des divers sachets qu'il récupère dans la nature. Et nous avons les condensateurs qui sont là, qui condensent les vapeurs issues du réacteur. Dans le premier condensateur, on a du diesel, du gasoil, que nous pouvons mettre directement dans une voiture ou dans un groupe électrogène qui utilise du diesel, sans aucun traitement. La deuxième unité, ça nous donne de l'essence. Les étudiants ont vu tout à l'heure, on a fait, ça s'est allumé. Et le troisième, c'est le gaz. C'est pour permettre aux étudiants de bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements théoriques et pratiques en même temps. Donc nous les avons amenés ici pour voir, constater et surtout bénéficier d'un transfert de compétences sur ce qui se fait dans la gestion des déchets et les activités afférentes. C'est des étudiants qui seront sortis là-bas et ils ne pourront pas attendre vraiment leur gouvernement avant de travailler, avant de s'installer. C'est surtout le profit qu'on leur donne. Et j'ai mis l'accent sur ça pour voir la faisabilité scientifique de la chose et la rentabilité lorsqu'on veut vraiment rentrer dans la gestion des déchets. C'est Marius aussi qui s'occupe de ça. La visite aura duré une demi-journée. Elle est venue en appoint au travail théorique qu'ils ont subi pendant les 5 premiers jours depuis leur arrivée à Cotonou. Les 2 structures partenaires experts de cette cohorte, de futurs entrepreneurs dans le domaine, capables de porter la dynamique à l'échelle de la sous-région ouest africaine. J'ai quelques bidons d'huile. Nous allons à présent faire un clin d'œil aux descendants de Roussa qui étaient en fête le week-end écoulé. Ces collectivités à Izor du Sud Bénin se sont retrouvées pour célébrer leur unité et la culture de leurs origines. Les réjouissances ont eu lieu à Gbeko, dans la commune de Dangbo. Nous allons suivre. Les filles et fils de la collectivité Roussa bravent les intempéries au nom de l'unité. Ils n'ont pas attendu la clémence de Dame Nature pour célébrer leur origine commune. C'est la 2e édition de leur retrouvaille qui s'ouvre par une célébration eucharistique. Cette rencontre, c'est pour permettre à nos enfants, les filles et fils de Roussa, de Zonkayame, que nous sommes
les descendants de Togbo-Lasso, nous devons nous connaître davantage, discuter, connaître d'où nous sommes venus, quelles sont nos traditions. Donc vraiment, nous sommes très gais, nous sommes très joyeux. Et je demande aux miens, les filles et filles de Togbo-Lasso, de Houssa, de Zunkadiame, de s'unir davantage. Le lieu choisi pour cette célébration par la collectivité Roussa, avec à sa tête l'honorable Justin Agodjete et le vice-président Raymond Bancolé, est symbolique. Beko, localité de la commune de Dangbo, est intimement liée à l'histoire de la généalogie de cette collectivité. Tout à Iso, dans la dynastie Togbo-Lasso, fait un grand pourcentage du peuple béninois. Et il peut être aussi de secret pour d'autres que le Nigeria a 7% de sa population qui est Togbo-Lasso. Beko est un grand repère de notre dynastie. Ils sont partis d'ici pour s'empêcher un peu à Dangbo. Ils se sont arrêtés là, laissant Togbo-Honsou à Dangbo. Chemin faisant, ils ont fondé Ouezoumé à Porte-Novo. Donc cette fête nous demande une grande unité. C'est la preuve que la famille Houssa est unie. Sinon, vous avez constaté qu'il y a eu quand même des déplacements un peu partout. Et il y a quand même du monde, une grande joie. Et la fête est quand même très belle. Et que ce soit les petits-enfants, les personnes âgées, les adultes, tout le monde est quand même dans une grande joie. Les Roussanous venus de différentes contrées repartent satisfaits de revivre l'harmonie de leur communauté en chants et danses et dans un partage des variétés culinaires de leur terroir. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.